Des secrets bien gardés. Chronique des Clifton, tome 3, de Jeffrey Archer. Traduit de l'anglais par Georges Michel Sarotte. Lu par Hervé Carrasco, pour Saga Egmont. À Shabnam et Alexander. Prologue. Big Ben égrena 4 coups. Bien que le lord chancelier fût épuisé, vanné, après ce qui s'était passé cette nuit-là, le flot d'adrénaline qui avait envahi son corps restait encore assez puissant pour l'empêcher de dormir. Il avait promis à leur seigneurie qu'il annoncerait sa décision dans l'affaire Barrington contre Clifton pour déterminer qui devait hériter du baronnet et des vastes propriétés de la famille. Une fois de plus, il étudia les faits parce qu'il croyait que seuls les faits comptaient dans ce domaine. Au début de son stage de formation juridique, 40 ans auparavant, son tuteur lui avait conseillé de chasser tout sentiment personnel, tout a priori, au moment de porter un jugement sur son client ou sur un dossier. Le droit n'était pas une profession pour les esprits pusillanimes ou les âmes sensibles, avait-il souligné. Or, s'il avait respecté ce mantra durant 4 décennies, le lord chancelier devait reconnaître qu'il n'avait jamais eu jusque-là à se prononcer sur un dossier aussi délicat où les 2 plateaux de la balance étaient à ce point en équilibre. Il regrettait que F.E. Smith ne soit plus en vie, car il aurait bien voulu lui demander conseil. D'une part, comme il détestait ces formules toutes faites. D'une part donc, Harry Clifton était né 3 semaines avant son meilleur ami Giles Barrington. Premier fait. D'autre part, Giles Barrington était indubitablement le fils de Sir Hugo Barrington et d'Elizabeth, son épouse légitime. Deuxième fait. Mais cela ne faisait pas de celui-ci le premier-né de Sir Hugo, et c'était là le point crucial du testament. D'une part, Maisie Tancock avait donné naissance à Harry le 28e jour du 9e mois après avoir eu des rapports avec Sir Hugo, avait-elle reconnu au cours d'une sortie d'entreprise à Weston-super-Mare. Troisième fait. D'autre part, Maisie Tancock était mariée à Arthur Clifton à la naissance de Harry, et l'acte de naissance déclarait sans conteste qu'Arthur était le père de l'enfant. Quatrième fait. D'une part, le lord chancelier repensa à ce qui s'était passé à la Chambre lorsque les lords avaient enfin emprunté l'un ou l'autre couloir pour passer au vote afin de décider qui de Giles Barrington ou de Harry Clifton devait hériter du titre et de la totalité des biens y afférents. Il se rappela les termes exacts du premier assesseur lorsqu'il avait annoncé les résultats devant une salle comble. Pour couloir de droite, 273 voix. Contre couloir de gauche, 273 voix. Un brouhaha avait alors éclaté sur les bancs rouges. À cause du nombre égal de voix, il lui incombait de décider, tâche peu enviable, qui devait hériter le titre de la famille Barrington, la compagnie de transport maritime renommée, ainsi que les biens meubles et immeubles. Si seulement l'avenir des 2 jeunes gens ne dépendait pas de sa décision. Devait-il prendre en compte le fait que Giles Barrington souhaitait hériter du titre, contrairement à Harry Clifton ? Il n'en était pas question. Comme l'avait souligné Lord Preston dans sa convaincante allocution prononcée depuis les bancs de l'opposition, cela créerait un fâcheux précédent, même si ça leur aurait facilité la tâche. D'autre part, s'il se prononçait en faveur de Harry... Il finit par s'assoupir, mais fut réveillé par un petit coup frappé à la porte à 7 heures, heure inhabituellement tardive. Il grogna et garda les yeux fermés pendant qu'il comptait les coups égrenés par Big Ben. Il ne restait que 3 heures avant le moment où il allait devoir rendre son verdict et il n'avait toujours pas pris sa décision. Il poussa un 2e grognement en posant les pieds sur le plancher, puis chaussa ses pantoufles et se dirigea à pas feutrés vers la salle de bain. En s'installant dans la baignoire, il réfléchissait toujours au problème. Fait. Harry Clifton et Giles Barrington étaient tous les 2 daltoniens, tout comme Sir Hugo. Fait. Le daltonisme était seulement transmis par les femmes, aussi n'était-ce qu'une coïncidence et il fallait par conséquent écarter cette donnée. Il sortit de son bain, se sécha et enfila une robe de chambre avant de quitter sa chambre et de longer le couloir au tapis épais jusqu'à son cabinet de travail. Il saisit son stylo
et inscrivit les noms Barrington et Clifton sur la première ligne de la page, en dessous desquels il dressa la liste des pour et des contre du dossier de chacun des deux hommes. Au moment où Big Ben sonna 8 coups, il avait rempli 3 pages de son écriture ronde. Or, il n'était guère plus avancé. Il reposa son stylo et, à contre-cœur, partit se sustenter. Il prit son petit déjeuner tout seul. Il refusa même de jeter un coup d'œil aux journaux du matin disposés avec un soin extrême à l'autre bout de la table ou d'allumer la radio, car il ne voulait pas être influencé par un commentateur mal informé. Les journaux sérieux pontifiaient sur l'avenir du principe héréditaire au cas où le Lord chancelier se prononcerait en faveur de Harry, tandis que les tabloïds ne paraissaient s'intéresser qu'à Emma, se demandant si elle pourrait épouser l'homme qu'elle aimait. Lorsqu'il revint dans la salle de bain pour se brosser les dents, son avis n'était pas encore tranché. Juste après que Big Ben eut carillonné 9 heures, il regagna prestement son cabinet de travail et parcourut ses notes dans l'espoir que la balance pencherait enfin clairement d'un côté. Mais les 2 plateaux restèrent en parfait équilibre. Il relisait une fois de plus ses notes quand un coup frappé à la porte lui rappela qu'il avait beau se croire très puissant, il était toutefois incapable de suspendre le vol du temps. Il poussa un profond soupir, arracha 3 feuillets de son bloc-notes, se leva et, tout en poursuivant sa lecture, sortit de son cabinet de travail. Lorsqu'il entra dans sa chambre, il trouva East, son valet, au pied du lit et prêt à exécuter le rituel matinal. East commença par enlever adroitement la robe de chambre de soie avant d'aider son maître à revêtir la chemise blanche encore imprégnée de la chaleur du fer à repasser. Vint ensuite le col amidonné suivi d'un foulard de fine dentelle. Comme le lord chancelier enfilait des hauts de chausses noires, il constata qu'il avait pris quelques kilos depuis son entrée en fonction. East l'aida ensuite à revêtir sa longue robe noire galonnée d'or avant de s'occuper de la tête et des pieds de son maître. Une grande perruque carrée fut placée sur sa tête, puis le lord chancelier glissa ses pieds dans une paire de chaussures à boucles. Ce ne fut qu'au moment de passer autour de son cou la chaîne en or, symbole de sa fonction et qui avait été portée par 39 lords chanceliers avant lui, que le personnage de théâtre se métamorphosa en la plus haute autorité juridique du royaume. Après un coup d'œil à la glace, il se sentit prêt à entrer en scène pour jouer son rôle dans le drame en cours. Dommage cependant qu'il n'ait toujours pas su son texte. La précision des entrées et des sorties dans la tour nord du palais de Westminster aurait impressionné un adjudant-chef. À 9h47, on frappa un coup à la porte et David Bartholomew, son secrétaire, entra dans la pièce. « Bonjour, milord, fit-il. »« Bonjour, monsieur Bartholomew. Je suis désolé de devoir vous informer que Lord Harvey est mort cette nuit dans l'ambulance qui le conduisait à l'hôpital. » Les 2 hommes savaient que ce n'était pas vrai. Lord Harvey, le grand-père de Giles et d'Emma Barrington, s'était effondré dans la chambre quelques instants seulement après la sonnerie de la cloche annonçant le moment du vote. Cependant, ils respectaient tous les 2 la convention séculaire selon laquelle, si un membre de la Chambre des communes ou des lords venait à mourir pendant une séance, il fallait lancer une enquête approfondie sur les circonstances de la mort. Afin d'éviter ce désagréable et inutile remue-ménage, il est mort dans l'ambulance qui le conduisait à l'hôpital, était alors la formule utilisée. La coutume remontait au temps de Cromwell, époque où les membres avaient le droit de porter des épées dans la chambre. Chaque fois qu'une mort y survenait, on ne pouvait écarter l'hypothèse d'un homicide. La mort de Lord Harvey attrista le Lord chancelier, car c'était un collègue qu'il appréciait et qu'il admirait. Il regrettait seulement que son secrétaire lui ait rappelé l'un des faits notés sous le nom de Giles Barrington. Lord Harvey n'avait pas pu voter, s'étant effondré, mais sinon, il aurait voté en faveur de Giles Barrington. Cela aurait réglé la question une fois pour toutes, et le Lord chancelier aurait pu jouir d'une bonne nuit de sommeil. À présent, c'était à lui que revenait la charge de régler définitivement la question. Sous le nom de Harry Clifton, il avait indiqué un autre fait. Quand la première requête avait été examinée par les lords légistes, ils avaient décidé par 4 voix contre 3 que Clifton devait hériter du titre et, pour citer le testament, de la totalité des biens y afférents.
Un second coup frappait à la porte et, vêtu d'un costume digne lui aussi d'une opérette de Gilbert et Sullivan, son porteur de traîne apparut pour lui signaler que la cérémonie séculaire était sur le point de commencer. « Bonjour, milord », fit-il. « Bonjour, monsieur Duncan. » Au moment où le porteur de traîne saisit le bas de la longue robe noire du lord chancelier, David Bartholomew fit un pas en avant et poussa les doubles portes de la salle de réception afin que son maître puisse entreprendre le trajet de 7 minutes jusqu'à la chambre des lords. Des lords, des messagers portant l'insigne royal et des fonctionnaires de la chambre qui vaquaient à leurs occupations quotidiennes s'écartèrent vivement dès qu'ils aperçurent le lord chancelier afin de ne pas gêner sa marche. Lorsqu'il passait devant eux, il s'inclinait très bas pour saluer non pas sa personne, mais le souverain qu'il représentait. Il avança le long du couloir au tapis rouge à la même allure que depuis 6 ans pour entrer dans la chambre au moment où Big Ben sonnait le premier coup de 10 heures du matin. Normalement, mais ce n'était pas un jour normal, chaque fois qu'il entrait dans la chambre, il était accueilli par une poignée de membres de la chambre qui se levaient poliment des bancs rouges, le saluaient en inclinant le buste et restaient debout pendant que l'évêque de service conduisait les prières matinales. Ensuite, on pouvait entamer l'ordre du jour. Mais pas ce jour-là, parce que longtemps avant d'atteindre la chambre, il entendit des bavardages. Il fut surpris par le spectacle qu'il découvrit en entrant. Il y avait tant de monde sur les bancs rouges que certains membres, incapables de trouver une place assise, avaient dû gagner les marches du trône, tandis que d'autres se tenaient debout à l'extérieur de la pièce. Les seules autres fois où la salle avait été aussi bondée, se rappela-t-il, c'était lorsque le roi avait prononcé le discours au cours duquel il avait informé les membres des 2 chambres du programme législatif que son gouvernement avait l'intention de mettre en œuvre pendant la prochaine session du Parlement. Dès que le lord chancelier entra dans la chambre, leurs seigneuries s'arrêtèrent de parler, se levèrent et saluèrent au moment où il se posta devant le woolsack, le sac de laine, sur lequel s'assoit le lord chancelier. Le premier magistrat du pays parcourut lentement l'assemblée du regard, rencontrant plus d'1 millier d'yeux impatients. Ses yeux finirent par se poser sur 3 jeunes gens assis en haut, à l'autre extrémité de la salle, dans la loge des visiteurs de marque, juste en face de lui. Giles Barrington, sa sœur Emma et Harry Clifton étaient en noir, par respect pour leur grand-père bien-aimé et, en ce qui concernait Harry, pour un mentor et un ami cher. Il avait de la sympathie pour tous les 3, conscient que le jugement qu'il allait prononcer allait changer leur vie. Il pria pour que cela soit pour le mieux. Lorsque Monseigneur Peter Watts, évêque de Bristol, quelle merveilleuse coïncidence, pensa-t-il, ouvrit son livre de prières, leurs seigneuries inclinèrent la tête et ne la relevèrent que lorsqu'il dit « Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». L'assemblée se rassit et seul le lord chancelier resta debout. Une fois installés, leurs seigneuries attendirent son verdict. « Mes seigneurs, commença-t-il, je ne prétendrai pas que la tâche que vous m'avez confiée a été facile. Au contraire, j'avoue que c'est l'une des décisions les plus difficiles que j'ai eu à prendre au cours de ma longue carrière de juriste. Mais c'est Thomas More qui nous a rappelé que, lorsqu'on revêt cette robe, on doit accepter de prendre des décisions qui satisferont rarement tout le monde. Et, en effet, mes seigneurs, en 3 occasions dans le passé, après avoir annoncé sa décision, le lord chancelier fut décapité un peu plus tard le même jour. Le rire qui accueillit ces propos allégea l'atmosphère, mais seulement quelques instants. Cependant, poursuivit-il, une fois que les rires eurent cessé, il est de mon devoir de me souvenir que je ne dois des comptes qu'au Tout-Puissant. Gardant cela à l'esprit, mes seigneurs, à propos du dossier Barrington contre Clifton, portant sur la désignation de l'héritier légitime de Sir Hugo Barrington, du titre de la famille et de la totalité des biens y afférents, une fois de plus, il leva les yeux vers la galerie et hésita. Son regard se posa sur les 3 jeunes gens innocents assis dans la loge qui ne le quittaient pas des yeux. Il pria pour bénéficier de la sagesse de Salomon avant d'ajouter « Ayant considéré tous les faits, je me prononce en faveur de Giles Barrington. » Un brouhaha de voix éclata immédiatement dans l'assemblée.
Des journalistes sortirent vivement de la galerie de la presse pour transmettre à leur rédacteur en chef impatient la décision du Lord Chancelier, qui ne touchait pas au principe héréditaire et permettait à Harry Clifton de demander sa main à Emma Barrington, tandis que le public se penchait par-dessus la balustrade de la galerie des visiteurs pour voir comment les lords réagissaient à cette déclaration. Mais il ne s'agissait pas d'un match de football, et le Lord Chancelier n'était pas un arbitre. Il ne serait pas nécessaire de donner un coup de sifflet, car tous les membres de la Chambre des Lords accepteraient et respecteraient son choix sans la moindre opposition ni contestation. En attendant que la clameur diminue, il leva encore une fois les yeux vers les occupants de la galerie les plus concernés par sa décision, afin d'observer leur réaction. Harry, Emma et Giles fixaient sur lui un regard vide, comme s'ils n'avaient pas encore bien évalué toutes les conséquences de ce jugement. Après des mois d'incertitude, Giles ressentit sur le champ un grand soulagement, même si la mort de son grand-père bien-aimé l'empêchait d'éprouver tout sentiment de victoire. Harry ne pensait qu'à une chose en serrant fortement la main d'Emma. Il pouvait enfin épouser la femme qu'il aimait. Emma demeurait dans l'incertitude. En réalité, cette décision allait avoir des répercussions sur leur vie à eux trois, mais le Lord Chancelier n'aurait pas la charge de résoudre les nouveaux problèmes qui se présenteraient à eux. Le Lord Chancelier ouvrit la chemise ornée de glands dorés et étudia le programme de la séance. La proposition de loi sur la sécurité sociale était le deuxième point à l'ordre du jour. Les choses revenant à la normale, plusieurs lords s'esquivèrent. Le Lord Chancelier ne révélerait jamais à personne, même pas à son confident le plus intime, qu'il avait changé d'avis au tout dernier moment. Harry Clifton et Emma Barrington, 1945-1951. 1. Par conséquent, si quelqu'un s'oppose à cette union, qu'il parle maintenant ou se taise à jamais. Harry Clifton n'oublierait jamais la première fois où il avait entendu ces mots et comment, quelques instants plus tard, sa vie avait basculé. Le vieux Jack qui, comme George Washington était incapable de mentir, avait révélé dans la sacristie qu'il était possible qu'Emma Barrington, la femme que Harry adorait et qui était sur le point de devenir son épouse, était peut-être sa demi-sœur. La scène était devenue insupportable lorsque la mère de Harry avait avoué qu'elle avait eu une fois, et une seule, des rapports sexuels avec Hugo Barrington, le père d'Emma. Il était donc possible qu'Emma et lui aient le même père. À cette époque, sa mère sortait avec Arthur Clifton, un débardeur qui travaillait sur les chantiers navals Barrington. Bien que Maisie se soit mariée peu après avec Arthur, le pasteur avait refusé de célébrer le mariage de Harry et Emma puisque cela risquait de contrevenir aux lois séculaires de l'Église concernant la consanguinité. Immédiatement, tel un lâche s'enfuyant du champ de bataille, le père d'Emma s'était éclipsé par la porte de derrière de l'église. Emma et sa mère avaient gagné l'Écosse, tandis que Harry, ne sachant plus que faire, était resté dans son collège de l'université d'Oxford comme une âme en peine. Ce fut Adolf Hitler qui décida de son sort. Quelques jours plus tard, Harry quitta l'université et échangea sa cape d'étudiant contre l'uniforme d'élève officier de la marine marchande. Il naviguait en haute mer depuis moins de 15 jours quand une torpille avait sabordé son bateau, inscrivant le nom de Harry Clifton sur la liste des marins ayant péri en mer. « Veux-tu prendre cette femme comme épouse ? Veux-tu lui rester fidèle jusqu'à ce que la mort vous sépare ? » ?»« Oui, je le veux. » Ce ne fut qu'à la fin des hostilités, quand Harry, blessé au champ d'honneur, était revenu de la guerre, qu'il découvrit qu'Emma avait donné naissance à leur fils, Sebastian Arthur Clifton. Lorsqu'il fut complètement rétabli, il apprit que Hugo Barrington avait été tué d'une manière absolument atroce et avait légué à la famille Barrington un autre problème tout aussi dévastateur que l'impossibilité pour Harry d'épouser la femme qu'il aimait. Harry n'avait jamais jugé significatif le fait d'être âgé de quelques semaines de plus que Giles Barrington, le frère d'Emma et son meilleur ami, jusqu'à ce qu'il apprenne qu'il était peut-être de ce fait l'héritier du titre de la famille, de ses vastes domaines et, pour citer le testament, de la totalité des biens y afférents.
Il s'empressa d'indiquer clairement qu'il ne s'intéressait pas du tout à l'héritage Barrington et qu'il était disposé à renoncer à son prétendu droit d'aînesse en faveur de Giles. Le roi d'armes principal de l'ordre de la Jarretière, autrement dit le chef de la corporation héraldique du roi, avait paru consentir à cet arrangement et tout aurait pu se dérouler comme convenu si Lord Preston, un membre travailliste de la Chambre des Lords, n'avait pas décidé de revendiquer le titre pour Harry sans même le consulter. C'est une question de principe, avait expliqué Lord Preston au journaliste parlementaire qui l'interrogeait à ce sujet. « Veux-tu prendre cet homme comme mari pour vivre ensemble selon la loi de Dieu dans les liens sacrés du mariage ?»« Oui, je le veux. » Harry et Giles étaient restés des amis inséparables durant cette période, bien qu'ils aient été opposés l'un à l'autre devant la plus haute cour du pays, ainsi qu'à la une de la presse nationale. Ils se seraient tous les deux réjouis du verdict du Lord Chancelier si le grand-père de Giles et Emma l'avait entendu, assis à sa place au premier rang, mais il ne put apprendre qu'il avait gagné la bataille. Grâce à ce jugement, comme les journaux s'empressèrent de le signaler à leurs lecteurs avides, la plus haute juridiction du royaume ayant décidé que Harry et Emma n'avaient aucune consanguinité, Harry était donc libre de la demander en mariage. Avec cet anneau, je t'épouse, avec mon corps je te vénère, et de tous mes biens terrestres je te comble. Toutefois, Harry et Emma savaient tous les deux qu'une décision prise par un homme ne pouvait prouver sans conteste que Hugo Barrington n'était pas le père de Harry, et, en tant que chrétiens pratiquants, cela les tracassait de risquer d'enfreindre la loi divine. Malgré toutes les épreuves qu'ils avaient subies, l'amour qu'ils se portaient l'un à l'autre n'avait pas faibli. Au contraire, il s'était renforcé. Encouragée par Elizabeth, sa mère, et avec la bénédiction de Maisie, la mère de Harry, Emma accepta la demande en mariage de Harry. Aucune de ses deux grand-mères ne vécut assez longtemps pour assister à la cérémonie, ce qui l'attrista. À cause de l'inévitable publicité tapageuse que le faste d'un mariage célébré dans une université aurait entraîné, les noces n'eurent pas lieu à Oxford comme cela avait été prévu la première fois, mais dans un simple bureau d'état civil à Bristol, seulement en présence de la famille et de quelques amis intimes. La décision la plus triste que prirent Harry et Emma, à contre-cœur, fut que Sebastian Arthur Clifton serait leur unique enfant. 2. Laissant Sébastien à la bonne garde d'Élisabeth, ils passèrent leur lune de miel en Écosse au château de Mulgrew, la demeure ancestrale de Lord et Lady Harvey, les défunts grands-parents d'Emma. Le château fort leur rappela les quelques jours de vacances qu'ils y avaient passés juste avant que Harry n'aille étudier à Oxford. La journée, il faisait des randonnées dans les collines et il était rare qu'il revienne au château avant que le soleil ait disparu derrière la plus haute cime. Après le dîner, le cuisinier s'était souvenu que M. Harry buvait 3 assiettes de bouillon. Il s'asseyait près d'un feu de bûche pour lire Evelyn Waugh, Graham Greene et P.J. Wodehouse, l'auteur favori de Harry. Après 2 semaines durant lesquelles ils rencontrèrent plus d'animaux des Highlands que d'êtres humains, ils reprirent à contre-cœur le chemin de Bristol. Ils arrivèrent au manoir en se réjouissant à l'avance de mener une paisible vie familiale, mais ce ne serait pas le cas. Élisabeth avoua qu'il lui tardait de leur rendre Sébastien. Il y avait eu trop de crises de larmes à l'heure du coucher, expliqua-t-elle, tandis que Cléopâtre, sa chatte siamoise, sautait sur ses genoux avant de s'endormir sur le champ. « Franchement, ce n'est pas trop tôt, » ajouta-t-elle. « Je n'ai pas réussi à terminer les mots croisés du Times une seule fois en 15 jours. » Harry remercia sa belle-mère pour sa compréhension et ils ramenèrent leur fils hyperactif au château Barrington. Avant leur mariage, puisqu'il passait la majeure partie de son temps à Londres pour son travail de député travailliste, Giles avait insisté pour qu'Emma et Harry considèrent le château Barrington comme leur maison. Avec sa bibliothèque de 10 000 livres, son immense parc et ses grandes écuries, c'était un lieu idéal pour eux. Harry pouvait y écrire ses romans policiers de la série William Warwick, Emma montait tous les jours à cheval, et Sébastien jouait dans le vaste domaine, ramenant d'étranges animaux pour partager son goûter. Giles revenait souvent à Bristol en voiture le vendredi soir pour dîner avec eux.
Le samedi matin, il recevait les électeurs de sa circonscription, puis passait au club des dockers pour boire 1 ou 2 pintes de bière avec Griff Haskins, son directeur de campagne. L'après-midi, Griff et lui se joignaient à 10 000 de ses électeurs au stade Eastville pour regarder les Bristol Rovers perdre au football plus souvent qu'ils ne gagnaient. Giles n'avoua jamais, même pas à son directeur de campagne, qu'il aurait préféré passer ses samedis après-midi à regarder jouer l'équipe de rugby, car Griff lui aurait rappelé qu'il y avait rarement plus de 2000 spectateurs au Memorial Ground et que la plupart d'entre eux votaient pour le Parti conservateur. Le dimanche matin, il s'agenouillait à Sainte-Marie-Redcliffe à côté d'Emma et de Harry. Harry pensait que Giles n'accomplissait là que son devoir, car à l'école, il avait toujours trouvé un prétexte pour éviter d'assister à l'office. Il était cependant indéniable que Giles acquérait vite une réputation de député consciencieux et travailleur. Puis, sans la moindre explication, ses visites de fin de semaine s'espacèrent de plus en plus. Chaque fois qu'Emma abordait le sujet, il marmonnait quelque chose sur ses obligations parlementaires. Harry n'était guère convaincu et espérait que les longues absences de son beau-frère n'entameraient pas sa faible majorité à la prochaine élection. Un vendredi soir, ils découvrirent à quoi Giles s'était réellement occupé les derniers mois. Il avait téléphoné un peu plus tôt à Emma pour lui annoncer qu'il viendrait passer le week-end à Bristol et qu'il arriverait assez tôt pour dîner avec eux. En revanche, il ne lui avait pas dit qu'il serait accompagné. En général, Emma aimait bien les petites amies de son frère. Elles étaient immanquablement séduisantes, souvent un peu faux-folles, et toujours en adoration devant lui, même si la plupart d'entre elles ne faisaient pas assez long feu pour qu'elle ait le temps de bien les connaître. Cette fois-là, les choses allaient être différentes. Lorsque Giles lui présenta Virginia ce vendredi soir, Emma ne comprit pas ce que son frère pouvait lui trouver. Certes, elle était très belle et venait d'une excellente famille. D'ailleurs, avant même qu'il passe à table, elle leur rappela plusieurs fois qu'elle avait été élue débutante de l'année en 1934 et 3 fois qu'elle était la fille du comte de Fenwick. Emma aurait pu mettre ça sur le compte de l'attention si Virginia n'avait pas chipoté à table et chuchoté à Giles, assez fort pour qu'on puisse l'entendre, que ce devait être difficile de trouver de bons domestiques dans le Gloucestershire. À la grande surprise d'Emma, Giles se contenta de sourire sans jamais la contredire. Emma était sur le point de dire quelque chose qu'elle allait regretter plus tard, elle le savait, lorsque Virginia annonça qu'elle était épuisée après une si longue journée et qu'elle souhaitait se retirer. Une fois qu'elle fut partie, Giles marchant un pas derrière elle, Emma se dirigea vers le salon, se versa un grand whisky et s'affala dans le fauteuil le plus proche. « Dieu seul sait ce que ma mère va penser de Lady Virginia, » dit-elle. « L'opinion d'Élisabeth n'importera guère. » Répondit Harry en souriant, parce que je pense que Virginia ne durera pas plus longtemps que les autres petites amies de Giles. Je n'en suis pas si sûr. Je me demande surtout pourquoi elle s'intéresse à Giles, parce qu'il est clair qu'elle n'est pas amoureuse de lui. Lorsque Giles et Virginia repartirent pour Londres après le déjeuner le dimanche après-midi, ayant à s'occuper d'une affaire beaucoup plus urgente, Emma s'empressa d'oublier la fille du comte de Fenwick. Une gouvernante de plus avait rendu son tablier en annonçant que le hérisson qu'elle avait trouvé dans son lit avait été la goutte d'eau qui avait fait déborder le vase. Harry ressentit une certaine sympathie pour la malheureuse. « Le fait qu'il soit fils unique n'aide guère, » déclara Emma après qu'elle eut réussi à endormir Sébastien ce soir-là. « Ce ne doit pas être très amusant de n'avoir personne avec qui jouer. »« Moi, ça ne m'a pas du tout gêné, » répondit Harry sans lever les yeux de son livre. Ta mère m'a dit que tu étais un enfant très difficile avant d'aller à Saint-Bède, et, de toute façon, à l'âge de Seb, tu passais plus de temps au dock que chez toi. Eh bien, il ne va pas tarder à commencer sa scolarité à Saint-Bède. Et que veux-tu que je fasse en attendant? Que je le lâche au dock tous les matins? Ce n'est pas une mauvaise idée. Sois sérieux, mon chéri. Sans le vieux Jack, tu y serais encore aujourd'hui. C'est vrai, reconnut Harry en rendant un hommage silencieux au grand homme. Mais que faire? Emma mit tant de temps à répondre qu'il se demanda si elle s'était assoupie. « Peut-être, » répondit-elle, « l'heure est-elle venue d'avoir un autre enfant ?» Il fut si étonné qu'il referma son livre et scruta le visage de sa femme. Avait-il bien entendu? « Mais je croyais qu'on avait décidé, » s'étonna-t-il.
C'est vrai, et je n'ai pas changé d'avis, mais il n'y a aucune raison pour qu'on ne pense pas à l'adoption. D'où te vient cette idée, ma chérie? Je pense constamment à la petite fille qui a été découverte dans le bureau de mon père le soir de sa mort. Elle n'arrivait jamais à utiliser le mot tuer, et à la possibilité que c'était peut-être son enfant. Mais il n'y a aucune preuve qu'elle le soit, et de toute façon, je ne vois pas très bien comment tu pourrais la retrouver après tout ce temps. Je pensais consulter un célèbre auteur de romans policiers afin de connaître son avis. William Warwick, répondit-il après avoir mûrement réfléchi, te suggérerait sans doute de contacter Derek Mitchell. Mais tu n'as sûrement pas oublié que Mitchell a travaillé pour mon père et on ne peut pas dire qu'il voulait notre bien. C'est vrai, et c'est précisément la raison pour laquelle je lui demanderai conseil. Après tout, c'est la seule personne qui sait où sont enterrés tous les cadavres. Ils se donnèrent rendez-vous au Grand Hôtel. Emma arriva un peu avant l'heure et choisit un siège dans un coin du salon où il ne risquait pas d'être entendu. En l'attendant, elle réfléchit aux questions qu'elle avait l'intention de lui poser. M. Mitchell entra au moment où 16 heures sonnaient à la pendule. Bien qu'il ait pris un peu de poids depuis la dernière fois où elle l'avait rencontré et que ses cheveux aient été un peu plus gris, la claudication restait son signe distinctif. Sa première pensée fut qu'il ressemblait davantage à un gérant de banque qu'à un détective privé. À l'évidence, il la reconnut tout de suite car il se dirigea immédiatement vers elle. « Je suis ravi de vous revoir, Madame Clifton, » dit-il. « Asseyez-vous, je vous en prie, » dit Emma tout en se demandant s'il était aussi tendu qu'elle. « Je voulais vous voir, Monsieur Mitchell, » reprit-elle, ayant décidé d'aller droit au but, « parce que j'ai besoin des services d'un détective privé. » Il s'agita sur son siège. « Lors de notre dernière rencontre, je vous avais promis de vous régler le restant de la dette de mon père. » L'idée venait de Harry. Il avait dit que cela montrerait à Mitchell que son offre d'emploi était sérieuse. Elle ouvrit son sac et en tira une enveloppe qu'elle lui tendit. « Merci, » dit Mitchell, manifestement très surpris. « Vous vous rappelez que, lors de notre dernier entretien, nous avons parlé du bébé trouvé dans un panier d'osier dans le bureau de mon père. Le commissaire Blackmore, qui était chargé du dossier, comme vous vous en souvenez sans doute, a indiqué à mon mari que la petite fille avait été recueillie par les autorités locales. C'est la procédure habituelle puisque personne n'est venu la chercher. En effet, c'est ce que j'ai appris, et, pas plus tard qu'hier, j'ai parlé à l'employé en charge de ce service à la mairie, mais il a refusé de me renseigner sur l'endroit où la fillette se trouve à présent. Nul doute qu'ils suivent les instructions données par le médecin légiste après l'enquête afin de protéger l'enfant de journalistes curieux, ce qui ne signifie pas qu'il soit impossible de découvrir le lieu où elle est. Je suis ravi de l'apprendre. Mais, poursuivit Emma après un instant d'hésitation, avant que nous cherchions à le savoir, il faut que je sois sûr que la fillette est bien l'enfant de mon père. Je peux vous assurer, Madame Clifton, que cela ne fait absolument aucun doute. Pour quelle raison en êtes-vous à ce point persuadé? Je peux vous fournir tous les détails, mais cela risque de vous mettre un peu mal à l'aise. Monsieur Mitchell, je ne pense pas pouvoir être surprise par quoi que ce soit à propos de mon père. Il resta quoi quelques instants, puis finit par déclarer. À l'époque où je travaillais pour Sir Hugo, vous savez qu'il était parti vivre à Londres. Il serait plus juste de dire qu'il s'y était enfui le jour de mon mariage. Mitchell ne fit aucun commentaire et poursuivit. Environ un an plus tard, il est allé habiter à Lounge Square avec une certaine Olga Piotrowska. Comment n'avait-il les moyens puisque mon grand-père lui avait coupé les vivres? Il ne les avait pas. Pour parler franchement, mademoiselle Piotrowska n'entretenait pas seulement des rapports avec lui, elle l'entretenait tout court. Pouvez-vous m'en dire un peu plus sur cette dame? Beaucoup plus. Elle était polonaise de naissance et avait fui Varsovie en 1941, juste après l'arrestation de ses parents. Quel crime avait-il commis? Celui d'être juif, répondit Mitchell d'un ton neutre. Après avoir réussi à franchir la frontière avec quelques biens de sa famille, elle est allée à Londres où elle vivait dans un hôtel particulier à Lounge Square. Peu après, elle a rencontré votre père à un cocktail donné par un ami commun. Il lui a fait la cour pendant plusieurs semaines avant de s'installer chez elle en lui promettant de l'épouser dès que son divorce serait prononcé. J'ai dit que rien ne me surprendrait, mais j'avais tort. Ça va de mal en pis. À la mort de votre grand-père, Sir Hugo l'a immédiatement plaqué et est rentré à Bristol pour réclamer son héritage et devenir à son tour président du conseil d'administration de la compagnie de transport maritime Barrington.
Entre-temps, il avait volé tous les bijoux de mademoiselle Piotrowska ainsi que plusieurs de ses tableaux de maître. Si c'est vrai, pourquoi n'a-t-il pas été arrêté? Il a été, et il allait être inculpé quand Toby Dunstable, son complice, qui avait décidé de collaborer avec la justice, s'est suicidé dans sa cellule la veille de son procès. Emma baissa la tête. « Préférez-vous que je m'arrête là, Madame Clifton ?»« Non, fit Emma en le regardant dans les yeux. Je veux tout savoir. » Votre père n'était pas au courant quand il est rentré à Bristol, mais mademoiselle Piotrowska était enceinte. Elle a donné naissance à une petite fille que son acte de naissance désigne comme Jessica Piotrowska. Comment le savez-vous? Parce que mademoiselle Piotrowska a eu recours à mes services lorsque votre père n'a plus pu régler mes factures. N'est-il pas ironique qu'elle se soit retrouvée à sec juste au moment où votre père héritait d'une fortune? Voilà pourquoi elle s'est rendue à Bristol avec Jessica. Elle voulait révéler à Sir Hugo qu'il avait une autre fille, car elle pensait qu'il était de son devoir de l'élever. « Et maintenant c'est le mien, » murmura Emma. « Mais je ne sais absolument pas comment faire pour la retrouver, » continua-t-elle après un silence. « Et j'espérais pouvoir compter sur votre aide. »« Je ferai mon possible, Madame Clifton. Mais, après tout ce temps, ce ne sera pas facile. Si je découvre quelque chose, vous serez la première à en être informée, » ajouta-t-il en se levant. Il s'éloigna en claudiquant et elle se sentit un peu coupable. Elle ne lui avait même pas offert une tasse de thé. Il lui tardait de rentrer pour raconter à Harry son entretien avec Mitchell. Lorsqu'elle pénétra en trombe dans la bibliothèque du château Barrington, il reposait le téléphone. Il avait un sourire si radieux qu'elle lui dit simplement « Toi d'abord. Mon éditeur américain veut que je fasse une tournée de promotion aux États-Unis pour la parution de mon nouveau livre le mois prochain. Voilà une excellente nouvelle, mon chéri. Tu vas enfin pouvoir rencontrer grand-tante Phyllis, sans parler du cousin Alistair. » Je bous d'impatience. « Ne te moque pas, mon petit. »« Je ne me moque pas, mais mon éditeur suggère que tu m'accompagnes. Par conséquent, tu pourras les voir toi aussi. »« J'adorerais t'accompagner, mais ça ne pourrait pas tomber plus mal. Madame Ryan, la gouvernante de Seb, a fait sa valise, et à ma grande honte, l'agence nous a radiés de ses listes. »« Peut-être pourrais-je convaincre mon éditeur de nous laisser emmener Seb ? » Ce qui aurait sans doute pour conséquence notre expulsion du pays. Non, je vais rester ici avec Seb pendant que tu partiras à la conquête des colonies. »« Dommage, » dit-il en la prenant dans ses bras. « Je me réjouissais à l'avance de faire un second voyage de noces. Au fait, comment s'est passé ton entretien avec Mitchell ?» Harry était à Édimbourg à l'occasion d'un déjeuner littéraire lorsque Derek Mitchell téléphona à Emma. « J'ai peut-être une piste, » annonça-t-il sans donner son nom. « Quand pouvons-nous nous rencontrer ?»« Demain matin, 10h, même endroit ?» Elle venait de reposer le récepteur lorsque le téléphone sonna à nouveau. C'était sa sœur. « Quelle agréable surprise, Grace. Mais, tel que je te connais, tu dois avoir une bonne raison pour appeler. Certains d'entre nous ont un travail à plein temps, » lui rappela Grace. « Mais tu as raison. Je t'appelle parce que j'ai assisté hier soir à une conférence donnée par le professeur Cyrus Feldman. »« Le double lauréat du prix Pulitzer ?» fit Emma dans l'espoir d'épater sa sœur. « De l'université de Stanford, si j'ai bonne mémoire. Je suis impressionné. Tu aurais été fasciné par sa conférence. »« C'est un économiste, n'est-ce pas ?» demanda Emma, qui tentait de ne pas couler. « Ce n'est guère mon domaine. »« Ni le mien, mais il a parlé de transport. »« Ça semble passionnant. »« Ça l'était, » poursuivit Grace sans tenir compte du ton ironique de sa sœur. Surtout lorsqu'il a évoqué l'avenir des compagnies maritimes maintenant que la British Overseas Airways Corporation projette de mettre en service une ligne régulière entre Londres et New York. Emma comprit soudain la raison du coup de fil de Grace. « Puis-je obtenir le texte de la conférence ? Tu peux faire mieux que ça. Sa prochaine escale est en Bristol, tu peux aller l'écouter en personne. Peut-être pourrais-je aller lui parler après la conférence, j'aurais beaucoup de questions à lui poser. Bonne idée. Mais, dans ce cas, reste sur tes gardes. Quoiqu'il soit l'un des rares mâles dont le cerveau soit plus gros que les roustons, il a déjà eu 4 épouses, et la dernière en date n'était pas là hier soir. »« Comme tu peux être vulgaire, petite sœur !» s'esclaffa Emma. « Mais merci pour le conseil. » Le lendemain matin, Harry se rendit en train d'Édimbourg à Manchester et, après s'être adressé à un petit groupe à la bibliothèque municipale, il accepta de répondre à des questions.
Bien évidemment, la première fut posée par un journaliste. Les journalistes se présentaient rarement et il ne semblait guère s'intéresser à son dernier livre. Ce jour-là, ce fut le tour du Manchester Guardian. « Comment va Madame Clifton » s'enquit-il. « Bien, merci » répondit Harry d'un ton prudent. « Est-il vrai que vous vivez toujours sous le même toit que Sir Giles Barrington ? C'est une très grande maison. Êtes-vous amer que son père lui ait tout légué et rien à vous ? Absolument pas. J'ai eu Emma et c'est tout ce que je désirais. » Cette réponse ayant semblé réduire le journaliste à quia quelques instants, un membre de l'assistance en profita pour intervenir. « Quand William Warwick obtiendra-t-il le poste du commissaire Davenport ?» demanda-t-il. « Pas dans le prochain livre, » répliqua Harry avec un sourire. « Ça, je peux vous le garantir. Est-il vrai, monsieur Clifton, que vous avez perdu 7 gouvernantes en moins de 3 ans ?» Apparemment, il n'y avait pas qu'un seul journal à Manchester. Dans la voiture qui le ramenait à la gare, Harry se mit à maugréer contre la presse, même si le représentant de l'éditeur à Manchester lui fit remarquer que toute cette publicité ne paraissait pas affecter les ventes de son roman. Mais Harry savait qu'Emma commençait à se faire du souci à propos de l'effet que les journaux pourraient avoir sur Sébastien à la rentrée scolaire. « Les enfants sont capables de cruauté », lui rappela-t-elle. « En tout cas, il ne se fera pas rosser parce qu'il lèche son bol de porridge, » répondit-il. Bien qu'Emma eût quelques minutes d'avance, Mitchell était déjà assis dans un coin lorsqu'elle entra dans le salon de l'hôtel. Il se leva dès qu'elle le rejoignit. « Vous voulez une tasse de thé » lui demanda-t-elle avant même de s'asseoir. « Non, merci Madame Clifton. » Peu porté sur les entrées en matière, il se rassit et ouvrit son carnet. « Il semble, reprit-il, que les autorités locales aient placé Jessica Smith. »« Smith » s'étonna Emma. « Pourquoi pas Piotrowska ou même Barrington ?»« Trop révélateur à mon avis. Je suppose qu'après l'enquête, le médecin légiste a insisté pour que l'anonymat soit respecté. Et les autorités locales ont envoyé Mademoiselle G. Smith au foyer d'un certain docteur Barnardo, à Bridgewater. » « Pourquoi Bridgewater ?»« C'est sans doute le foyer le plus proche qui possédait une place libre à l'époque. »« S'y trouve-t-elle toujours ?»« Oui, autant que je sache. Mais je viens de découvrir que Barnardo projette d'envoyer plusieurs des jeunes filles dans des foyers australiens. »« Mais pour quelle raison ?»« Cela fait partie de la politique d'immigration des Australiens de payer 10 livres sterling pour aider à financer le voyage des jeunes gens vers leur pays et ils apprécient particulièrement les filles. »« J'aurais cru qu'ils préféreraient les garçons. »« Apparemment, ils en ont suffisamment, » répondit Mitchell en souriant, ce qui était tout à fait inhabituel. « Par conséquent, on a intérêt à se rendre à Bridgewater le plus tôt possible. »« Patience, Madame Clifton. Si vous paraissez trop pressée, il risque de deviner pourquoi Mademoiselle G. Smith vous intéresse tant et de décider que Monsieur Clifton et vous n'êtes pas des parents adoptifs acceptables. »« Mais quelle raison pourrait-il invoquer pour nous évincer ? » ?»« Votre nom en premier. Sans parler du fait que vous et Monsieur Clifton n'étiez pas mariés à la naissance de votre fils. »« Alors, que recommandez-vous » demanda-t-elle à voix basse. « Faites une demande par la voie normale. Évitez d'avoir l'air impatiente et donnez-leur l'impression que ce sont eux qui décident. »« Mais comment faire pour qu'ils ne refusent pas notre candidature malgré tout ? » ?»« À vous de les pousser délicatement dans la bonne direction, Madame Clifton. »« Que suggérez-vous ? » ?»« Quand vous remplissez le formulaire, on vous demande de signaler vos préférences. Ça fait gagner du temps à tout le monde et évite les tracas. Par conséquent, si vous précisez que vous recherchez une fillette de 5 ou 6 ans, puisque vous avez un fils un peu plus grand, cela devrait contribuer à réduire les possibilités. D'autres suggestions ? Oui. À la rubrique religion, cochez la case aucune préférence. En quoi est-ce que cela nous aidera-t-il ? Parce que la fiche de Mademoiselle Jessica Smith indique mère juive, père inconnu. 3. « Comment un Anglish a-t-il pu obtenir l'étoile d'argent ?» demanda l'agent de l'immigration à l'aéroport Idlewild lorsqu'il étudia le visa d'entrée de Harry. « C'est une longue histoire, » répondit Harry, qui pensa que ce ne serait pas une bonne idée de lui dire que, la dernière fois qu'il avait débarqué à New York, il avait été arrêté pour meurtre. « Excellent séjour aux États-Unis » lança l'employé en lui serrant la main. « Merci » dit Harry en s'efforçant de ne pas avoir l'air étonné. Il quitta le service de l'immigration et se dirigea vers l'endroit où l'on retirait les bagages.
Pendant qu'il attendait sa valise, il vérifia une nouvelle fois ses instructions. Il devait être accueilli par l'attaché de presse de Viking qui l'accompagnerait à son hôtel et lui présenterait le programme. En Grande-Bretagne, quand il se rendait en tournée de promotion en province, il était toujours accompagné par l'attaché commercial de la région. Aussi, ne savait-il pas précisément ce qu'était un attaché de presse. Après avoir récupéré sa vieille valise d'étudiant, il gagna la douane. Un douanier le pria d'ouvrir son bagage, effectua une fouille rapide, traça sur le côté une grande croix à la craie et l'invita à poursuivre son chemin. Il passa sous un énorme panneau en demi-cercle où une inscription souhaitait aux voyageurs la bienvenue à New York, au-dessous d'une photo de William O'Dwyer, le maire de la ville, qui leur faisait un sourire radieux. Lorsqu'il déboucha dans le hall des arrivées, il fut accueilli par une rangée de chauffeurs qui brandissaient des pancartes sur lesquelles étaient inscrits des noms. Il chercha le sien et, lorsqu'il le découvrit, il sourit au chauffeur en disant « C'est moi. »« Enchanté, monsieur Clifton, » déclara-t-il. « Je m'appelle Charlie, » poursuivit-il en attrapant la lourde valise de Harry comme si c'était un porte-document. « Et voici Nathalie, votre attachée de presse. » Harry se retourna et découvrit une jeune femme que ses instructions désignaient seulement comme Anne Redwood. Elle était presque aussi grande que lui, avait des cheveux blonds coiffés à la dernière mode, des yeux bleus, et Harry n'avait vu une dentition aussi parfaite et d'un blanc aussi éclatant que dans les réclames pour les dentifrices. Elle avait, de surcroît, une taille de guêpe. Dans la Grande-Bretagne d'après-guerre, encore soumise au rationnement, il n'avait jamais vu un physique comme celui de Nathalie. « Ravi de faire votre connaissance, mademoiselle Redwood, » dit-il en lui serrant la main. « Enchanté, Harry. Appelez-moi Nathalie, » ajouta-t-elle comme il quittait le hall et suivait Charlie en direction de la sortie. « Je suis une grande fan de votre œuvre. J'adore William Warwick et je suis absolument certaine que votre dernier livre aura lui aussi beaucoup de succès. » Une fois sur le trottoir, Charlie ouvrit la portière arrière de la plus longue limousine que Harry ait jamais vue. Harry s'écarta pour laisser Nathalie monter la première. « Ah, j'adore les Anglais !» dit-elle, tandis qu'il s'installait à côté d'elle et que la voiture se joignait à un flot de véhicules roulant lentement en direction de New York. « On va d'abord se rendre à votre hôtel. J'ai réservé pour vous une suite aux pierres, au 11e étage. J'ai prévu un peu de temps pour que vous fassiez un brin de toilette avant le déjeuner avec M. Ginsburg au Harvard Club. Il lui tarde de vous rencontrer. » J'ai très envie de le rencontrer moi aussi. Il a publié mes journaux de prison ainsi que le premier roman de la série William Warwick. Je lui dois donc beaucoup. Et il a investi énormément de temps et d'argent pour s'assurer que Faites vos jeux figure dans la liste des meilleures ventes. Il m'a demandé de vous expliquer comment nous avons l'intention d'y parvenir. Je vous en prie, dit Harry en jetant un coup d'œil par la vitre pour admirer la vue qu'il n'avait découverte que depuis l'arrière d'un fourgon pénitentiaire jaune, lequel, loin de le conduire à une suite au Pierre-Hôtel, l'avait mené à une cellule de prison. Une main toucha sa jambe. « Nous devons passer en revue de nombreux points avant que vous rencontriez M. Ginsburg, » déclara Nathalie en lui tendant une épaisse chemise bleue. D'abord, permettez-moi de vous expliquer comment nous entendons procéder pour que votre roman soit un best-seller, parce qu'ici, nous n'opérons pas du tout comme en Angleterre. Il ouvrit la chemise et s'efforça de se concentrer. Il n'avait jamais été assis à côté d'une femme dont le corps semblait avoir été coulé dans sa robe. En Amérique, continua-t-elle, on n'a que 3 semaines pour s'assurer que le livre figure sur la liste des meilleures ventes du New York Times. Si au bout de ce laps de temps, il ne se trouve pas parmi les 15 premiers, les librairies remballeront les exemplaires invendus de Faites vos jeux et les renverront à l'éditeur. « Mais c'est fou !» s'exclama Harry. « En Angleterre, une fois que le libraire a passé commande du point de vue de l'éditeur, le livre est vendu. »« Vous n'offrez pas au libraire l'option vente ou retour ?»« Sûrement pas !» répliqua Harry, choqué par cette idée. « Et est-ce vrai que vous vendez toujours les livres sans offrir de rabais ?»« Oui, bien sûr. » Eh bien, vous allez découvrir que c'est l'autre grande différence ici. Car si votre livre figure parmi les 15 meilleures ventes, son prix est automatiquement divisé par 2 et le livre est relégué au fond du magasin. Pourquoi donc ? Un best-seller devrait être mis en bonne place à l'entrée du magasin et même dans la vitrine, et il ne devrait certainement pas être vendu au rabais. Pas depuis que nos chers publicitaires ont découvert que, si les lecteurs doivent aller jusqu'au fond d'une librairie pour trouver un best-seller, un client sur 5 achète 2 livres supplémentaires sur le chemin de la caisse et 1 sur 3 en acquiert un de plus.
C'est très futé, mais je ne pense pas que cette pratique voie jamais le jour en Angleterre. Je pense qu'il ne s'agit que d'une question de temps, mais en tout cas, vous comprenez maintenant pourquoi il est important de faire tout pour que votre livre figure le plus tôt possible sur cette liste. Car une fois que le prix sera divisé par 2, vous aurez toutes les chances de rester plusieurs semaines parmi les 15 premiers. En fait, il est plus difficile de sortir de la liste que d'y entrer. Mais si nous échouons, Faites vos jeux aura disparu des rayons dans 1 mois et nous aurons perdu énormément d'argent. J'ai compris, dit Harry, tandis que la limousine roulait lentement sur le Brooklyn Bridge et qu'il retrouvait les taxis jaunes et leurs chauffeurs, un cigare à demi consumé entre les lèvres. Ce qui complique notre tâche, c'est que nous devons nous rendre dans 17 villes en 21 jours. Nous ? C'est ça, je vais vous tenir la main pendant tout le voyage, répondit-elle d'un ton naturel. En général, je reste à New York et je laisse un attaché de presse de chaque ville s'occuper des auteurs en tournée promotionnelle, mais pas cette fois-ci. Monsieur Ginsburg a insisté pour que je ne vous lâche pas d'une semelle, ajouta-t-elle en lui effleurant à nouveau la jambe avant de tourner une page de la chemise qui reposait sur ses genoux. Il lui jeta un coup d'œil et elle lui fit un sourire enjôleur. Était-elle en train de l'aguicher ? Non, c'était impossible. Après tout, ils venaient de se rencontrer. Je vous ai déjà fait inviter par plusieurs des principales radios, y compris au Matt Jacobs Show, qui a 11 millions d'auditeurs tous les matins. Matt n'a pas son pareil pour faire vendre les livres. Harry aurait voulu poser plusieurs questions, mais Nathalie était comme une carabine Winchester. Une balle était tirée chaque fois qu'on levait la tête. « Attention !» poursuivit-elle sans reprendre son souffle. « La plupart des présentateurs des grandes émissions ne vous accorderont que quelques minutes. Ça n'a rien à voir avec votre BBC. Ils n'ont aucune idée de ce qu'est une analyse en profondeur. Pendant le temps qui vous sera imparti, n'oubliez pas de répéter le titre du livre le plus souvent possible. » Il commença à feuilleter le programme de la tournée promotionnelle. Chaque journée semblait commencer dans une ville différente. Il participait à un programme de radio matinale et à d'innombrables émissions, puis donnait des interviews à la presse écrite avant de filer vers l'aéroport. « Tous les auteurs sont-ils traités de cette façon ?» demanda-t-il. « Sûrement pas, » répliqua-t-elle en posant à nouveau sa main sur sa jambe. « Ce qui m'amène au plus gros problème que vous nous posez. »« Je vous pose un problème ?»« Absolument. La plupart des intervieweurs voudront vous interroger sur votre séjour en prison et savoir comment un Anglais a pu obtenir l'étoile d'argent, mais il vous faudra toujours ramener l'entretien sur le livre. En Angleterre, une telle attitude serait considérée comme plutôt vulgaire. En Amérique, c'est la vulgarité qui vous fait figurer sur la liste des meilleures ventes. Mais les intervieweurs ne voudront-ils pas parler du livre ? Harry, vous devez comprendre qu'aucun d'entre eux ne l'aura lu. Une douzaine de nouveaux romans atterrissent sur leur bureau chaque jour. Aussi, estimez-vous heureux s'ils ont été plus loin que le titre. Ce sera un plus s'ils se souviennent de votre nom. Ils ont accepté de vous inviter à leur émission uniquement parce que vous êtes un ancien prisonnier qui a obtenu l'étoile d'argent. Par conséquent, tirons le maximum de la situation et profitons-en pour faire la promo du livre à tout prix, expliquait Nathalie au moment où la limousine s'arrêtait devant le Pierre. Il tardait à Harry de rentrer en Angleterre. Le chauffeur sortit de la voiture et ouvrit le coffre tandis qu'un groom de l'hôtel se dirigeait vers la voiture. Nathalie fit traverser à Harry le hall en direction de la réception où il n'eut qu'à montrer son passeport et à signer le registre des arrivées. Nathalie semblait avoir annoncé l'avènement du Messie. « Bienvenue au Pierre, monsieur Clifton », lança le réceptionniste en lui tendant une grosse clé. « Je vous retrouve dans le hall dans 1 heure, » dit Nathalie en jetant un coup d'œil à sa montre. « Ensuite, la limousine vous conduira au Harvard Club pour le déjeuner avec monsieur Ginsburg. »« Merci, » répondit Harry avant de la regarder retraverser le hall, franchir la porte à tambour et disparaître dans la rue. Il remarqua qu'il n'était pas le seul homme à ne pas pouvoir la quitter des yeux. Un groom l'accompagna au 11e étage, le fit entrer dans sa suite et lui expliqua comment tout fonctionnait. Harry n'était jamais descendu dans un hôtel qui avait à la fois une baignoire et une douche. Il décida de prendre des notes pour pouvoir tout raconter à sa mère dès son retour à Bristol. Il remercia le porteur et se sépara du seul dollar en sa possession. Avant même de défaire sa valise, il décrocha le téléphone près du lit et demanda qu'on établisse une communication de particulier à particulier avec Emma. « Je vais vous rappeler dans environ 15 minutes, monsieur », annonça l'opérateur des communications intercontinentales.
Il resta longtemps sous la douche et, après s'être essuyé avec la plus grande serviette qu'il ait jamais vue, il venait tout juste de commencer à défaire sa valise quand le téléphone sonna. « Votre communication intercontinentale est établie, monsieur », annonça l'opérateur. Puis, il reconnut la voix d'Emma. « C'est toi, chérie? Tu m'entends ?»« Pour sûr, poupée », répondit Harry en souriant. « Tu parles déjà comme un Américain. Qu'est-ce que ce sera dans 3 semaines ?»« Je serai prêt à rentrer à Bristol, je parie. Surtout si le livre ne figure pas sur la liste des meilleures ventes. »« Que se passera-t-il alors ?»« Je risque de rentrer plus tôt. »« J'en serais ravi. Et d'où m'appelles-tu ?»« Du Pierre. Ils m'ont mis dans la plus grande chambre d'hôtel que j'ai jamais vue. On pourrait dormir à 4 dans le lit. » « Assure-toi qu'une seule personne s'y allonge. »« Il y a la climatisation et un poste de radio dans la salle de bain. Remarque, je ne sais pas encore comment mettre toutes les choses en marche. Ou les arrêter. » « Tu aurais dû emmener Seb avec toi. Il aurait déjà tout compris. »« Ou tout démonter en me laissant tout remonter. Comment va-t-il à propos ?»« Bien. En fait, il semble plus calme sans gouvernante. »« C'est un soulagement. Et comment avance ta recherche de mademoiselle J. Smith ?»« Lentement. Mais on m'a convoqué pour une entrevue demain après-midi chez le docteur Barnardo. »« Ça semble un bon début. »« Je vois M. Mitchell le matin pour savoir ce qu'il faut dire et surtout ce qu'il ne faut pas dire. »« Tu t'en tireras très bien, Emma. Rappelle-toi qu'ils sont chargés de placer les enfants dans de bons foyers. Mon seul souci, c'est la réaction de Seb quand il découvrira ce que tu manigances. » « Il le sait déjà. J'ai abordé le sujet hier soir juste avant son coucher et, à ma grande surprise, il a semblé adorer cette idée. Mais une fois que Seb est impliqué, ça crée toujours un nouveau problème. »« Qu'est-ce que c'est cette fois-ci ?»« Il veut avoir son mot à dire au moment du choix. La bonne nouvelle, c'est qu'il veut une sœur. » « Ça risque d'être quand même délicat si mademoiselle J. Smith ne lui plaît pas et qu'il a un coup de cœur pour une autre. »« Dans ce cas, je ne sais pas ce que nous ferons. »« Eh bien, il faudra réussir à le persuader que c'est lui qui a choisi Jessica. »« Et comment penses-tu y parvenir ?»« Je vais y réfléchir. »« Surtout ne le sous-estime pas, sinon ça risque de se retourner contre nous. » Parlons-en à mon retour. Il faut que je me dépêche, ma chérie. Je dois déjeuner avec Harold Ginsburg. » « Assure-le de mon affection, et rappelle-toi que tu ne peux pas te permettre de le sous-estimer lui non plus. Et n'oublie pas de lui demander ce qui est arrivé à... » « Je n'ai pas oublié. »« Bonne chance, mon chéri. Fais tout pour te hisser sur la liste des meilleures ventes. »« Tu es pire que Nathalie. »« Qui est Nathalie ?»« Une blonde ravissante aux mains baladeuses. »« À d'autres, monsieur Clifton. » Emma fut parmi les premières à arriver dans le grand amphithéâtre de l'université ce soir-là pour écouter la conférence du professeur Cyrus Feldman sur le sujet suivant « Après avoir gagné la guerre, l'Angleterre a-t-elle perdu la paix ?» Elle s'assit à l'extrémité d'un gradin situé à mi-hauteur. Longtemps avant l'heure prévue pour le début de la conférence, l'amphithéâtre était si bondé que les retardataires durent s'asseoir sur les marches dans les allées et 2 ou 3 se perchèrent même sur les rebords des fenêtres. L'auditoire applaudit à tout rompre l'entrée du lauréat du prix Pulitzer, accompagné du vice-président de l'université. Une fois que tout le monde se fut assis, Sir Philip Morris présenta son invité, résumant brièvement la carrière de l'économiste distingué depuis ses études à Princeton jusqu'à l'obtention, l'année précédente, de son second prix Pulitzer, en passant par sa nomination à Stanford où il fut le plus jeune professeur titulaire d'une chaire ayant jamais exercé dans cette université. La présentation fut saluée par une deuxième salve d'applaudissements. Le professeur Feldman se leva alors de son siège et se dirigea vers le pupitre. Ce qui frappa en premier Emma, avant même que Cyrus Feldman n'ait ouvert la bouche, fut de voir à quel point il était bel homme, détail que Grace avait omis de mentionner quand elle avait appelé. Il devait mesurer un peu plus d'1,80 m, était doté d'une épaisse chevelure grisonnante et son visage hâlé rappelait à tous l'endroit où il enseignait. Son allure sportive faisait oublier son âge et suggérait qu'il devait passer autant d'heures au gymnase qu'à la bibliothèque. Dès qu'il commença à parler, Emma fut fascinée par son énergie et sa fougue, et bientôt tout l'auditoire était sous le charme. Les étudiants écrivaient à toute allure, sans rien omettre, et Emma regretta de ne pas avoir apporté un calepin et un stylo. Parlant sans notes, le professeur passait allègrement d'un sujet à l'autre. Le rôle de Wall Street après la guerre. Le dollar, nouvelle monnaie mondiale, le pétrole, produit qui allait dominer la seconde moitié du siècle et peut-être au-delà, le futur rôle du Fonds monétaire international et la question de savoir si l'Amérique allait rester attachée à l'étalon or.
Quand la conférence se termina, le seul regret d'Emma était qu'il avait à peine effleuré la question des transports, ayant seulement évoqué le fait que l'avion allait modifier l'ordre du monde tant dans le domaine des affaires que dans celui du tourisme. Toutefois, en professionnel expérimenté, il rappela à l'assistance qu'il avait écrit un livre sur le sujet. Emma n'allait pas attendre Noël pour s'en procurer un exemplaire. Cela lui fit penser à Harry. Elle espérait que la tournée américaine de promotion de son roman se déroulait sans encombre. Après avoir acheté le Nouvel Ordre du Monde, elle se joignit à la longue file d'attente des personnes qui voulaient faire dédicacer le livre. Lorsque ce fut son tour, elle avait déjà presque terminé le premier chapitre et se demandait s'il accepterait de lui accorder un petit moment pour développer ses idées sur l'avenir des compagnies de transport maritime britanniques. Quand elle posa le livre sur la table devant lui, il lui fit un sourire amical. « À qui dois-je dédicacer le livre ?» Elle décida de tenter sa chance. « À Emma Barrington. » Il la regarda de plus près et demanda. « Seriez-vous par hasard apparenté à feu Sir Walter Barrington ?»« C'était mon grand-père, » répondit-elle avec fierté. « Je l'ai entendu donner une conférence il y a fort longtemps sur le rôle que jouerait l'industrie des transports si l'Amérique entrait dans la Première Guerre mondiale. J'étais étudiant à l'époque, et il m'a plus appris en 1 heure que mes professeurs en tout un semestre. »« Il m'a beaucoup appris à moi aussi, » répondit Emma en lui rendant son sourire. « J'aurais voulu lui poser un grand nombre de questions, » ajouta Feldman, « mais il devait prendre un train pour Washington ce soir-là, et je ne l'ai jamais revu. »« Et moi, c'est à vous que j'aimerais poser un grand nombre de questions, » dit Emma. « En fait, pour être plus précise, il faut absolument que je vous les pose. » Feldman jeta un coup d'œil à la file d'attente. « Je suppose que cela ne devrait pas me prendre plus d'1 demi-heure, et, étant donné que je ne dois pas reprendre le train pour Washington ce soir, peut-être, mademoiselle Barrington, pourrions-nous avoir un entretien privé avant mon départ ?» 4. « Et comment va mon Emma bien-aimée ?» s'enquit Harold Ginsburg après avoir accueilli Harry au Harvard Club. « Je viens de lui parler au téléphone, » dit Harry. « Elle vous envoie ses tendres amitiés et est déçue de ne pas pouvoir se joindre à nous. »« Moi aussi je suis déçu. Dites-lui que la prochaine fois, je n'accepterai aucune excuse. » Il lui fit traverser la salle à manger en direction de ce qui était à l'évidence sa table habituelle. « J'espère que vous trouvez le Pierre à votre convenance, » poursuivit-il une fois qu'ils furent assis et que le garçon leur eut présenté le menu. « Ce serait parfait si seulement je savais arrêter la douche. »« Peut-être devriez-vous appeler mademoiselle Redwood à la rescousse » s'esclaffa Ginsburg. « Si elle venait, je ne suis pas sûr de savoir comment l'arrêter, elle. »« Ah, elle vous a donc déjà expliqué l'importance qu'il y a à hisser le plus tôt possible Faites vos jeux sur la liste des meilleures ventes. C'est une femme redoutable. Voilà pourquoi je l'ai nommée chef de service, malgré les protestations de plusieurs autres chefs qui ne voulaient pas qu'une femme siège au conseil d'administration. »« Emma serait fière de vous, » dit Harry, « et je peux vous assurer que mademoiselle Redwood m'a averti des conséquences si j'échouais. »« C'est du Nathalie tout craché. N'oubliez pas que c'est elle seule qui décide si vous rentrez au pays en avion ou en bateau à rame. » Harry aurait ri, mais il n'était pas certain que l'éditeur plaisantât. « Je l'aurais bien invité à déjeuner avec nous, mais, comme vous l'avez sans doute noté, le Harvard Club n'accepte pas les femmes. Ne le dites pas à Emma. J'ai le sentiment que vous verrez des femmes au Harvard Club longtemps avant que vous en aperceviez une dans n'importe lequel des clubs de gentlemen de Pall Mall ou de St. James. » « Avant que nous parlions de la tournée de promotion, » reprit Ginsburg, « je veux que vous me racontiez tout ce qu'Emma et vous avez fait depuis son départ de New York. Comment avez-vous obtenu l'étoile d'argent? Emma travaille-t-elle? Comment Sébastien a-t-il réagi lorsqu'il a rencontré son père pour la première fois? Et Emma a insisté pour que je ne rentre pas en Angleterre sans avoir appris ce qui est arrivé à Sefton Jelks. On commande d'abord? Je n'ai guère envie de penser à Sefton Jelks le ventre vide. Même si je n'ai pas de train à prendre pour Washington, je crains de devoir rentrer à Londres ce soir, mademoiselle Barrington, déclara le professeur Feldman après avoir signé le dernier livre. Je dois donner une conférence à la London School of Economics demain matin à 10h. Aussi, ne puis-je vous accorder que quelques minutes. Emma s'efforça de ne pas avoir l'air déçue. À moins que... poursuivit Feldman. À moins que...
À moins que vous ne preniez le train avec moi jusqu'à Londres, et dans ce cas, je pourrais me consacrer entièrement à vous pendant au moins 2 heures. Je vais devoir passer un coup de téléphone, Répondit Emma après une courte hésitation. 20 minutes plus tard, elle était installée dans une voiture de première classe en face du professeur Feldman. C'est lui qui posa la première question. Bien, mademoiselle Barrington, votre famille est-elle toujours propriétaire de la compagnie de transport maritime qui porte son illustre patronyme? En effet, ma mère possède 22% des parts. C'est plus qu'assez pour donner à votre famille le contrôle de l'entreprise, et c'est tout ce qui compte dans n'importe quel organisme. Du moment que personne d'autre ne s'empare de plus de 22%. Mon frère Gilles ne s'intéresse guère aux affaires de l'entreprise. Il est député et n'assiste même pas à l'Assemblée générale annuelle. Contrairement à moi, monsieur le professeur, et c'est la raison pour laquelle il fallait que je vous parle. Appelez-moi Cyrus, je vous en prie. J'ai atteint l'âge où je ne souhaite pas qu'une belle jeune femme me rappelle que je n'ai plus 20 ans. Grace avait eu raison sur un point, pensa Emma, et elle décida d'en tirer parti. Elle lui rendit son sourire. D'après vous, s'enquit-elle, à quel problème l'industrie des transports maritimes devra-t-elle faire face au cours de la prochaine décennie? Sir William Travers, notre nouveau président-directeur général, c'est un homme de tout premier plan. La Cunard a eu tort de laisser partir quelqu'un d'aussi compétent, l'interrompit Feldman. Sir William se demande si nous devrions ajouter un nouveau paquebot à notre flotte. Pure folie! S'écria Feldman en donnant un coup de poing sur le siège à côté de lui, ce qui souleva un nuage de poussière. Sauf si vous avez un surplus de fonds dont vous devez vous débarrasser, ou si les entreprises de transport maritime du Royaume-Uni bénéficient d'avantages fiscaux dont personne ne m'a parlé. Ni l'un ni l'autre, à ma connaissance. Alors il est temps que vous regardiez la réalité en face. L'avion est sur le point de transformer le paquebot en dinosaure flottant. Pourquoi une personne saine d'esprit consacrerait-elle 5 jours à traverser l'Atlantique, alors qu'en avion, elle peut couvrir la même distance en 18 heures? Parce que c'est plus reposant? Parce que cette personne a peur en avion? Parce qu'elle arrivera en meilleure forme? Suggéra Emma en se rappelant les paroles de Sir William à l'Assemblée générale. Tout ça est complètement irréaliste et dépassé, ma jeune dame. Il vous faudra trouver des arguments plus solides pour me convaincre. Non, la vérité, c'est que l'homme d'affaires moderne, et même le touriste aventureux, veulent réduire le temps qui les sépare de leur destination, ce qui, à brève échéance, fera couler, c'est le cas de le dire, l'entreprise de transport maritime. Et sur le long terme? Vous n'avez pas tout ce temps. Alors, que nous recommandez-vous? Investissez tous les fonds disponibles dans la construction de nouveaux bateaux marchands. Les avions ne seront jamais capables de transporter de larges ou de lourds objets, par exemple les automobiles, les machines d'usine ou même les caisses de denrées alimentaires. Comment puis-je en convaincre Sir William? Exposez clairement votre point de vue au prochain conseil d'administration, répondit Feldman en donnant un nouveau coup de poing sur le siège. Mais je ne fais pas partie du conseil d'administration. Comment ça? Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.